Bonjour Éric Dadian. Bonsoir Daniel, bonjour Daniel, je ne sais pas quelle heure il est. Vous êtes actuellement président de l'Association française de la relation client, président de Amiens Cluster. C'est quoi votre job ? Pour l'instant, j'ai ces deux casquettes, c'est-à-dire qu'à la fois, j'anime la communauté AFRC, je le fais depuis 25 ans d'ailleurs, et puis également Amiens Cluster, parce que je suis très attaché à cette ville, qui a été une ville qui a perdu son textile dans les années 80-90, et qui s'est tournée vers les services. Et elle m'a demandé, je connaissais Gilles de Robien, qui était le maire d'Amiens, il m'a dit, est-ce qu'on peut créer ensemble une ville des centres d'appel ? Et à l'époque, ça s'appelait les centres d'appel, et on a tapé dans la main, et on l'a fait ensemble. Et depuis, je garde une activité aussi sur Amiens, donc je préside Amiens Cluster, qui est en fait une organisation chargée de transformer la ville autour de l'innovation, rendre une ville autonome. Je trouve que c'est un projet extraordinaire. Comment est-ce qu'une ville peut être autonome en énergie, en nourriture, en santé, etc. Et c'est un lieu d'expérimentation fabuleux. Voilà. Quel est votre parcours professionnel ? Alors, j'ai toujours voulu être entrepreneur. Donc d'abord, j'ai démarré dans une entreprise qui s'appelait SVP, vous n'avez pas connu, SVP 1111, les dossiers de l'écran, l'heure de vérité, qui a été un des pionniers en France de la relation client, créé par Georges Mandel en 1935. Alors je ne sais pas si on se souvient de Georges Mandel, qui a été assassiné parce qu'il était juif, mais qui a surtout su créer un service, un usage autour d'une nouvelle technologie qui était le téléphone. On ne savait pas quoi faire du téléphone en 1935. On avait en tête d'écouter le théâtre à distance. Et en fait, il a très vite créé un service d'annuaire, un service de conseil avec des consultants, et c'est devenu en fait le plus grand central téléphonique de France, qui a servi d'ailleurs pendant la Résistance à mettre les résistants entre eux. Et moi, quand je suis rentré en 87 chez SVP, on traitait les émissions de télévision, donc ce central était loué aux émissions de télévision, l'heure de vérité, Sacrée Soirée, Miss France, etc. Après, on a fait tout un tas de plans de sauvegarde, par exemple, quand il y avait des attentats. On a fait des plans aussi pendant donc des grands plans téléphoniques quand il y avait des problèmes de grève avec la RATP, la SNCF. Donc, on a inventé plein de services et plein d'innovations autour du téléphone. C'était vraiment notre passion. Le numéro était très connu, SVP 1111. SVP, d'ailleurs, c'était la première numérotation. C'était des lettres au début. On numérotait un quartier de Paris. Et c'est comme ça que c'est devenu le plus gros centre téléphonique de France. Donc j'ai appris mon métier chez SVP. Et en 90-95, je crée une filiale, SVP Multi-Info, qui devient les premières hotlines au moment où arrive Internet tout doucement dans les années 90, le mobile également. Et on s'aperçoit qu'il y a un engouement incroyable pour monter des services clients. D'abord pour les opérateurs télécoms, on appelait ça les fournisseurs d'accès Internet également. Et là, comme je n'ai pas de part dans l'entreprise, je demande à ma présidente, Brigitte de Gatine, de m'en donner. Elle refuse. Et donc je m'en vais, je crée ma boîte en partant de zéro. Je cherche un endroit où la créer. Et je trouve Amiens, cette ville, perdue par l'industrie qui partait, qui se délocalisait. Et Gilles de Robien me dit, on fait un pari ensemble. Tu crées ton entreprise. Je crée une ville des centres d'appel, je te mets 30 000 mètres carrés à disposition. Il y aura aussi des cerveaux, des locaux, et puis aussi des réseaux télécoms, des réseaux de données. Et ensemble, on a tapé dans la main, on s'est paxé. Et on a créé cette ville des centres d'appel qui m'a permis également à Intracall Center, la boîte que je crée en 96, d'éclore, de se développer. Et puis, comme on voyait en 97-98 que se structurait un secteur des centres d'appel qui n'était pas aimé, j'ai un camarade qui vient me voir, il s'appelle Louis Vaudeville, il me dit, moi j'ai un salon que je voudrais créer, qui s'appelle le CK, le Salon Européen des Centres d'Appel, mais j'ai le contenu, j'ai pas le contenu plutôt, j'ai le contenant, et j'aimerais bien que tu m'amènes le contenu. Et le contenu, ça a été la FRC, donc c'était la première structure d'association, de professionnels, des centres d'appel et de la relation client. Donc on a tout créé en même temps, un Intracall Center, une ville des centres d'appel, et la FRC. On a tout fait en même temps. Donc, je me définis un peu comme un entrepreneur engagé, parce que j'aurais pu me limiter simplement à être entrepreneur. J'ai voulu aussi m'engager pour une ville. Aujourd'hui, les résultats, il faut quand même les citer, parce qu'on est assez fiers collectivement. C'est jamais jeu, c'est toujours ensemble. Amiens a 4000 emplois qui ont été créés en 10 ans. C'est une ville qui, indirectement, a créé aussi des milliers d'emplois autour du service et qui s'en est sortie. Donc, le textile est parti, il n'y a plus rien. Mais il y a aujourd'hui Coriolis, Groupama, vous voyez le centre, par exemple Orange Bank, et vous voyez aussi Médiamétrie, et Intracall Center qui est devenu
une grande dame, puisqu'on a rejoint CCA International, que j'ai présidé jusqu'à l'année 2018. J'étais président du conseil de surveillance. Et ensuite, c'est Comdata qui a racheté. Et aujourd'hui, je suis très fier, parce que mes camarades de classe avec qui on se battait en 96, qui étaient Acticall, Laurent Huberti, Maxime Didier chez B2S, on est devenus tous des copains, des sacrés entrepreneurs, aussi le Armatis, Majorel, enfin bon, Webhelp, etc. Donc toutes ces boîtes-là, et bien sûr Téléperformance, qui est notre modèle à tous. Mais on se battait tous intelligemment pour essayer de récupérer un certain nombre de contrats qui, de toute façon, arrivaient, puisque c'était une très forte croissance. On est passé de 100 000 emplois à 300 000 emplois en 10 ans, donc c'était énorme la croissance qu'il y avait. Donc oui, je suis très fier d'avoir pu contribuer modestement aussi à la création d'une ville des centres d'appel. Quand je retourne régulièrement à Amiens, je vois mes salariés dans la rue, et c'est ma plus grande fierté, moi, personnelle. C'est de se dire qu'on a contribué à créer de l'emploi, à créer de l'activité pour des familles. C'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qui vous motive tous les matins quand vous vous levez, quoi, hein, c'est clair. Alors, quel est le fil rouge de votre carrière? Alors, le fil rouge, c'est le service. Moi, j'ai toujours adoré le service. Le problème que nous avons en France, c'est que le service n'est pas considéré. Service compris, service gratuit, service public, on ne le paye pas, le service en France. Alors qu'il est totalement complémentaire du produit. Vous vous souvenez les 4 P du marketing, hein, le prix, le produit, le placement et la promotion. Eh bien, le service, il est au-dessus. Maintenant, on l'appelle expérience client. Il est au-dessus du produit, il est plus important. C'est ce qui reste dans la mémoire du consommateur et des clients avant même d'acheter le produit. Et ça a été le fil rouge. C'est-à-dire que faire reconnaître que la valeur du service dans ce pays, par rapport aux anglo-saxons, il n'y a rien qui m'a énervé plus que, je ne vais pas vous raconter tous les combats qu'on a menés avec à la fois mon entreprise, Intracall Center, mais aussi avec la FRC. Mais par exemple, la loi Châtel, quand Luc Châtel décrète qu'il faut une gratuité du temps d'attente, je vais le voir, je lui dis, mais c'est une bêtise française, monsieur. Aux États-Unis, vous avez l'accès qui est gratuit, les numéros 800. Par contre, le service se paye à sa juste valeur, avec les salariés, les process, les technologies, tout ce qui va derrière. Ce n'est pas l'accès qui se paye, c'est bien le service client. Ben, en France, non, on va faire une gratuité du temps d'attente, qui est une bêtise, alors que l'accès devrait être gratuit, quoi. C'est pas ça la problématique. On dit non, les Français payent trop cher l'accès. C'est pas ça qui paye cher, c'est le service qui devrait payer cher. Et ils veulent pas le payer. Donc c'est un peu notre drame, c'est un peu notre combat à tous. C'est d'arriver à faire reconnaître qu'un service, ça se paye, une expérience client, ça se paye. Et quand on dit ça se paye, c'est qu'en bout de chaîne, il y a un consommateur qui le paye. Après, il y a évidemment un donneur d'ordre, une marque, un annonceur qui l'intègre dans ses prix. Et ensuite, il y a un prestataire qui est bien rémunéré, et donc un salarié qui est bien rémunéré derrière. Et c'est la boucle. C'est-à-dire que le salarié est lui-même un consommateur, etc. etc. Voilà. Alors, quelles sont les 2 dates les plus importantes pour vous? Les 2 dates, ça a été... Alors, personnellement, c'est évidemment mes enfants, mais professionnellement, je pense que c'est la création d'une entreprise. Vous partez sur un coup de tête, sur une feuille blanche, Intracall Center, on partait de rien, quoi, on n'avait rien, on n'avait pas... Alors, à l'époque, ça ne s'appelait pas start-up, ça ne s'appelait pas non plus avec des entreprises, avec des fonds d'investissement ou des venture capitalistes qui venaient vous aider. Au début, on se démerdait tout seul, quoi. Donc, c'était la création d'Intracall Center. Je me souviens que j'étais allé passer un cierge dans la cathédrale d'Amiens, qui est une cathédrale exceptionnelle, qu'il faut absolument visiter, qui est la plus grande d'Europe, qui a réussi à être sauvée des bombardements d'Hitler. Pendant la guerre, toute la ville autour est bombardée, sauf la cathédrale. Alors Hitler dit que c'est parce qu'il a voulu la sauvegarder, parce qu'il avait vu dans un rayon de soleil la croix gammée en chemin de croix au milieu de la cathédrale. Et puis évidemment, l'archevêque disait que c'était la main de Dieu qui avait sauvé la cathédrale. Donc je suis allé déposer une cierge, donc c'est la date la plus importante, le 16 novembre 1996, création d'Intracall Center. Et puis après, la FRC, qui est une belle entité aussi, qui a aidé à structurer ce secteur, qui n'était pas aimé, donc c'est en juin 98. Donc voilà les 2 dates importantes qui m'ont marqué. Enfant, de quel métier rêviez-vous? Je voulais être vétérinaire, parce que j'ai toujours adoré les animaux, je suis fou des animaux. J'ai toujours eu des chiens. Et c'était mon rêve, c'était de soigner évidemment les bêtes et reconnaître leur gentillesse, tout ce que ça peut apporter à un être humain. Donc j'aurais bien voulu être vétérinaire. J'ai commencé à faire des études de médecine. J'ai raté évidemment parce que je faisais le con toute la journée. Mon seul bonheur, c'est de faire l'idiot.
J'ai toujours adoré déconner dans tous les amphithéâtres de médecine. Après, d'ailleurs, j'ai fait un petit parcours de comédien avec Elisabeth Depardieu qui me donnait des cours, en même temps que je faisais mes études de Dauphine. Donc après, il a fallu que je sois sérieux. Mon père me disait, c'est quand même un métier. Donc j'ai passé mes études de gestion à Dauphine. Mais j'étais comédien en même temps. Ça m'a toujours amusé. Mais c'est vrai que j'aurais bien voulu être vétérinaire. Et alors, qu'est-ce qui vous a fait tomber dans la marmite de l'expérience client? L'expérience client, je dirais que c'est SVP, puisque là, j'y ai tout appris. Le moment le plus tragique qu'on ait vécu avec mon équipe, j'étais directeur du développement et des services complémentaires au produit principal des SVP, qui était le conseil aux entreprises, ça a été l'attentat de Port-Royal. Donc là, c'était en 95, le patron de la RATP, avec qui on avait fait un accord, ainsi qu'avec France Télécom, était dans le métro. Et à l'époque, on avait tous des cobies, vous savez, des pagers qui nous donnaient de l'information. Et à 18h, il reçoit une information en plein métro. Donc, on lui dit, il y a un attentat, c'est la RATP qui le prévient, il y a un attentat. Il m'appelle, il était directeur des services à la RATP. Il me dit, Eric, il se met à pleurer au téléphone. Il me dit, Eric, il faut que tu mettes 50, 100, 200, 300 personnes, ce que tu peux. Il y a un attentat, ça va être dramatique. Il faut qu'on puisse accueillir l'ensemble des Français qui ont été touchés ou qui ont eu des victimes dans l'attentat et qui vont nous appeler. Et en effet, le soir, on passe aux 20h à la télévision. On a eu 200 000 appels en 2 ou 3 heures. C'était dramatique. Voilà. Le central téléphonique de l'époque de SVP avait réussi à tenir le coup. On avait du Nortel, les gros PABX Nortel, et on avait pu traiter, alors peut-être pas les 200 000 appels, mais en tous les cas un maximum d'appels. Et je me souviens que la seule directive qu'on avait, c'était on avait le droit de rien dire au téléphone. Et il fallait simplement prendre le nom de la victime, de la famille de la victime qui appelait, et à ce moment-là, c'était une assistante sociale qui les rappelait et qui les traitait comme il fallait, quoi. Mais c'était dramatique, ça. Donc voilà des souvenirs de la vie. Après, les dossiers de l'écran, l'heure de vérité, toutes ces émissions de télé, c'était extraordinaire aussi. Donc j'ai tout appris chez SVP. Pour moi, c'est la plus belle école, qui a tout inventé d'ailleurs, à la fois la facturation pour compte de tiers, des services à plus ou moins forte valeur ajoutée. Je vous raconte encore une petite anecdote, c'est que Itinéris arrivait, vous savez, les opérateurs télécoms, il y en avait 2 au début, il n'y avait pas encore Bouygues Télécom, il y avait SFR et il y avait Itinéris. Et Itinéris vient nous voir en nous disant, SVP, vous êtes pour nous l'exemple même du service, vous avez tout inventé avec Georges Mandel à l'époque. Est-ce que vous pouvez créer un service pour les itinérants, pour les gens qui sont au téléphone itinérants? Et comme nous, c'est le 7 qui nous qualifie, vous, c'est le 11, le numéro 11, comme 11-11, ben on va faire le 711. Et on a créé un numéro qui s'appelait le 711 pour guider les automobilistes au téléphone avec des cartes, je me souviens, des cartographies. On était le premier GPS, et on faisait ça chez SVP. On avait inventé le 711. Et après, ils ont décliné le 712. Vous vous souvenez des annuaires téléphoniques aussi, qui ont été des volumétries gigantesques. Et quand j'ai créé un Call Center, le premier client que je suis allé voir, c'est Bouygues Télécom, qui venait de se créer en 96 aussi. Et on a fait le 612 pour eux. Donc les annuaires téléphoniques, c'était merveilleux. J'ai mis 50, 100, 200 personnes en ligne tout de suite. Et on a tout essayé, quoi. Quand on a monté notre boîte, on a pris des non-voyants qui étaient extraordinaires au téléphone pour faire de l'annuaire téléphonique. Enfin, on s'est vraiment servi d'Amiens et d'un Call Center avec Nortel comme un laboratoire d'idées pour essayer des services. Une autre anecdote, mais j'en ai tellement, je vais voir aussi le groupe EMAP, Modes et Travaux, et je leur dis on va aller de votre service téléphonique pour tous vos titres. Et on va faire Modes et Travaux au téléphone. Et comme je suis dans un endroit où il y avait une usine de textile, à Amiens, que Gilles de Robien m'avait mis à disposition pour créer les centres d'appel, et entre autres un Call Center, je demande aux enfants des parents qui travaillaient dans le textile de revenir travailler dans le centre d'appel. Donc j'ai fait travailler les enfants en disant qu'on peut au même endroit transformer une ville et l'industrie se transforme en service, et c'est comme ça qu'on a pu aussi montrer la valeur des services clients et de l'expérience client à travers tous ces hommes et ces femmes qui y travaillaient, quoi. Alors aujourd'hui, quel est votre regard sur l'univers de l'expérience client? Alors, je pense qu'on a, je parlais de mots qui fâchent encore, c'est les centres d'appel. Je pense qu'on a quand même beaucoup évolué depuis 20 ans. On a créé 100 000 à 300 000 emplois, donc c'est quand même pas rien, même si l'Angleterre est à 1,2 million.
On a transformé totalement la vision qu'on avait de métier de taylorisme, d'esclavagisme du 21e siècle. Ça aussi, au début, j'emmenais des journalistes à Amiens pour voir la réalité de ces métiers. Donc je pense que l'expérience client aujourd'hui, elle a vraiment ses lettres de noblesse. Elle se réalise, elle s'opère sur plein de canaux différents. C'est devenu un outil de différenciation pour l'ensemble des marques et ça crée une valeur client qui est reconnue auprès des CEO, je pense, pour valoriser leur entreprise. Donc on a réussi, entre guillemets, à passer le cap de centre d'appel, taylorisme, métier esclavagiste, industriel, etc., à une valeur dans l'économie française ou dans d'autres économies, bien évidemment, reconnue pour se différencier. Donc ça, c'est bien. Ce qui est moins bien, et j'ai un peu de... Mais je crois que je pense que c'est un défaut collectif, c'est qu'on n'a pas su, ce que je disais tout à l'heure, valoriser suffisamment l'expérience client pour bien la payer. Elle n'est pas assez rémunérée, elle n'est pas assez payée par le client. Est-ce que vous êtes prêt à payer aujourd'hui une expérience client 5, 10, 20 euros? Parce que quand vous appelez un service, c'est ce que ça coûte, en fonction de la durée que vous y mettez, quels que soient les canaux. Est-ce que vous êtes prêt à le payer? Et derrière, est-ce que vous êtes prêt à rémunérer le salarié qui offre son expertise, son intelligence, sa capacité à comprendre, à analyser, à écouter, hein, il fait l'effort de vous écouter, de comprendre ce que vous voulez en tant que consommateur, et donc de régler votre problème, et surtout de vous rendre heureux, parce que quand vous avez votre box qui ne marche plus, ou un produit que vous venez d'acheter qui ne fonctionne pas, eh bien, on vous délivre quelque part, on vous réassure, surtout si vous avez aussi des problèmes quotidiens, je ne sais pas, un dégât des eaux, n'importe quoi. L'expérience client vous apporte toute cette réassurance aussi et tout ce service, ce confort dans votre vie quotidienne. Donc ça se paye, ça se rémunère et ça fait reconnaître la valeur du salarié qui est derrière. Et ça, on n'a pas encore réussi. Est-ce que l'IA va sauver l'être humain? Alors, l'IA, l'intelligence artificielle, d'abord, elle existe depuis très longtemps. Nous, on s'y est un petit peu intéressé à partir de 2017. Hein. On parlait du printemps ou de l'été de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que, d'abord, les serveurs, les puissances de calcul étaient au rendez-vous. La masse de données était également disponible. Et donc, les algorithmes qui existaient depuis très longtemps ont pu faire leur effet. On a vu plusieurs usages. Hein. On a vu des robots physiques dans les boutiques. On a vu des bots arriver. On a vu aussi tous les assistants vocaux, la compréhension du langage naturel, etc., qui n'ont pas eu un succès incroyable. Hein. Google Home, peut-être un peu plus Siri, etc., mais bon, ça existe. Moi, je pense que l'IA, elle va démultiplier justement l'expérience client. Elle va augmenter la qualité et l'expertise des téléconseillers. C'est ça qui est très intéressant. Récemment, on avait quelques exemples avec Deezer, qui a des volumétries gigantesques, surtout après Covid, et qui nous disait 50% de mes volumes sont pris par des bots, par des robots, par l'IA. Et heureusement qu'il y a ça, parce que moi, je garde les 50% pour de l'humain, qui me font de la valeur ajoutée, qui me règlent toutes les problématiques qu'ont les clients en utilisant la plateforme Deezer, comme Spotify ou comme d'autres, hein, peu importe. Et donc, on voit bien que l'IA, il est au service et qui va augmenter la capacité et de volumétrie et d'intelligence qu'il faut apporter justement quand on est un être humain à un consommateur. Donc je pense que l'IA va nous rendre un très très grand service et va être très utile. Et puis il va prendre d'autres formes. Hein. Il va être partout sur peut-être une multiplication des canaux. On voit la réalité augmentée ou mixte, comme l'appelle Microsoft, avec des lunettes de très bonne qualité arriver. Donc tout ça va nous intéresser. Le métaverse audio va nous intéresser. Donc on aura des capacités augmentées en tant que consommateur, mais aussi le téléconseiller. Donc c'est très utile, très important. Quel héritage souhaitez-vous laisser? Moi, je pense que si on arrivait à faire comprendre que le service, que je n'ai pas arrêté de dire, est aussi important que l'industrie. Je participais bien sûr en tant qu'AFRC aux réunions au MEDEF, et le MEDEF, c'était l'industrie. Je me souviens que je crois que c'était à l'époque, c'était Chirac qui avait créé la Commission nationale de l'industrie, la CNI. Et j'ai demandé, alors pas moi tout seul, hein, mais le président du groupement des professions de services, qui était Pierre Bellon, et après Georges Drouin, ont créé la CNS, Commission nationale des services. Et c'était idiot de se battre entre industrie et services. Et c'est pour ça que j'adore une économiste qui s'appelle Michel de Bonneuil, que j'ai fait beaucoup intervenir à la FRC. Elle me disait, aujourd'hui, on parle du quaternaire.
C'est-à-dire qu'il n'y a plus le primaire, le secondaire et l'agriculture et le tertiaire d'un côté. Non, c'est le quaternaire avant tout. C'est-à-dire qu'on mélange le produit et le service. On voit bien que Michelin ne vend plus des pneus, ne vend plus un produit. Il vend en fait un service de véhicule pour qu'on puisse utiliser justement sa voiture. Même chose pour une voiture. Et elle a inventé, Michel de Bonneuil, quand elle parlait du quaternaire, elle a inventé le Vélib. On n'achète plus un vélo, on loue un moyen de transport. Et aujourd'hui, c'est le multimodal, puisqu'on peut utiliser, on voit bien des vélos électriques, des trottinettes électriques, une voiture si on en a besoin, un train, un avion, etc. Donc en fonction de votre besoin, eh bien, vous adaptez le mode de transport. Mais vous louez tout. On n'achète plus rien. Et donc le quaternaire intègre le service et le produit. Et ça, c'est idiot d'affronter les deux. Ça va être des nouvelles formes d'usage qu'on aura demain et qui vont nous changer la vie. Avez-vous des regrets ? Les regrets, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de ne pas avoir su mettre l'expérience client au niveau qu'elle mérite. Mais on y vient, on va y aller petit à petit. Le regret, c'est peut-être aussi qu'il n'y ait pas un peu plus de partage de valeurs. Et on voit bien qu'on est tous ensemble, toutes les parties prenantes, hein, le client, le salarié, le donneur d'ordre, le prestataire. Aujourd'hui, il y a des combats encore très durs entre les prestataires. Moi, on a beaucoup souffert, hein, et les patrons de prestataires, mais aussi les dirigeants qui y travaillent, etc., souffrent parce qu'on ne reconnaît pas suffisamment leurs valeurs. On nous donne souvent des miettes, ou entre guillemets la valeur moindre. Hein. Les donneurs d'ordre gardent la valeur ajoutée. Et je trouve qu'il faut qu'on partage tous ensemble mieux ce gâteau qui est aujourd'hui en création. Hein. L'expérience client, ça représente quand même 10 milliards de valeur en France, 3 milliards chez les prestataires, 7 milliards sur les centres internes. C'est pas mal. Aux États-Unis et dans le monde entier, ça va grandir, ça va grossir. Donc essayons de mieux partager cette valeur construite ensemble, hein, co-créée ensemble. Né la même année que Christophe de Chavannes, qui est animateur et producteur, d'où vous vient cette énergie, cette combativité qui fait de vous une référence depuis toutes ces années ? Bon, je pense, alors ça va être très personnel, mais d'abord mon père était entrepreneur, on a tous été entrepreneurs, et puis je suis d'origine arménienne, donc nous on est des combattants, c'est-à-dire qu'on est des survivants, hein, on a vécu un génocide, c'est dans nos gènes. Donc cette énergie, elle vient de là, c'est-à-dire que on ne peut pas se plaindre, on n'a pas le droit de se plaindre. On a la chance de vivre dans un pays extraordinaire qui nous a accueillis. On serait en train d'être massacrés actuellement et des têtes coupées en Azerbaïdjan ou en Turquie. Donc croyez-moi, on est heureux de vivre ici. Et d'ailleurs, on remercie tous les jours la France de nous avoir accueillis. On le fait à notre petite mesure, hein, mais on est très fiers. Moi, j'ai toujours été très fier de créer de l'emploi. Quand je me levais le matin, je me disais, mais j'ai 4000 salariés qui sont à Amiens, j'en avais 5000 que je dirigeais en tant que CCA international qui avait repris un train-call. Ma fierté, c'était ça. Donc, ce qui me fait lever tous les jours, c'est ça, c'est d'être en vie, d'être un survivant de génocidé et de pouvoir contribuer à ma petite mesure à la création de valeur en France, qui est un pays exceptionnel. Ouais. Alors, c'est quoi votre truc pour décompresser les week-ends ? Alors, moi, je décompresse en famille. Les Arméniens, le plus important, c'est la famille, le village et la patrie. Donc, c'est la famille, mes enfants, mon épouse, le chien, il ne faut pas oublier le chien. Donc, je décompresse avec eux. Et puis, on fait de l'art contemporain, on va se balader dans des expositions, on va au théâtre. Voilà, c'est la joie de vivre en famille, la famille avant tout. Alors, quels sont vos modèles dans la vie ? Alors, les modèles sont des entrepreneurs. Je trouve que ce sont des gens qui sont remarquables parce qu'ils partent de rien, ils partent d'une feuille blanche et ils arrivent à créer à la fois de l'emploi, de la valeur parce qu'ils créent un produit. Ils permettent la dignité humaine. Hein. Quand vous créez de l'emploi, c'est de la dignité que vous offrez à plein de familles. Et je pense que ce sont aussi des gens qui sont très seuls, et c'est dommage, hein, et qui ont toutes les parties prenantes contre eux. À la fois leurs clients, bien sûr leurs actionnaires, leurs salariés, la presse, l'État, toutes les contraintes administratives qu'on connaît, etc. Et personne avec eux. Donc je suis admiratif devant les entrepreneurs et aussi les comédiens, qui sont des entrepreneurs quelque part. Ce sont des gens qui sont tout seuls sur scène, ils ne peuvent pas se rater. Et ils doivent maîtriser un texte remarquablement. On ne peut pas tricher. Hein, au théâtre, on ne peut pas tricher.
Donc ce sont des gens qui m'impressionnent. Ouais. Quel livre lisez-vous actuellement? J'aime beaucoup Sylvain Tesson. Alors, lui aussi, c'est à la fois un comédien, un entrepreneur, un voyageur. Il écrit remarquablement et il se met en danger en permanence, hein, physiquement. Donc là, il est parti pendant 3 mois dans les Alpes du Sud. Et son dernier livre, c'est Blanc. Il nous raconte le silence qu'il entend pour mieux justement entendre à la fois la nature, mais aussi tous les non-dits de l'humanité. Et bon, c'est vrai que l'être humain est quelque chose qu'il apprécie moins, puisqu'il détruise la planète. On a tous détruit la planète, hein, on est tous fautifs. Donc c'est de prendre un peu de recul. Et j'aime beaucoup aussi me détendre avec des philosophes. Et en ce moment, j'écoute beaucoup Bellamy, qui fait des lectures au Théâtre Hébertot. Allez l'écouter, c'est merveilleux, quoi. Donc ça vous donne un peu une philosophie de vie. Et vos musiques du moment? Musique du moment, moi j'adore le jazz, très gai, etc. Mais j'aime bien Khatchatourian, bien sûr. Bon, à part la danse du sabre, toutes ces symphonies qui nous détendent. Quelle citation vous correspond le mieux? Alors, je vais en citer une de Paul Valéry, je vais la prendre pour ne pas l'oublier, sur l'écoute, puisque ça fait partie du service client. Donc, moi, j'aime beaucoup cette citation. « Écoute ce qu'on entend lorsque rien ne se fait entendre », Paul Valéry. Et si on n'écoute pas les autres, on n'est pas à leur service. C'est pour ça que ça m'énerve, cette génération actuellement du tout pour ma gueule, alors qu'on a toujours été justement dans l'écoute, dans l'engagement, dans la compréhension de ce que veulent les gens, et la création d'une communauté. C'est pour ça que la FRC, ça me va bien, parce que c'est animer une communauté qui co-crée en permanence, qui est une intelligence collective, pour partager les meilleures pratiques, quoi, et essayer de faire monter l'expérience client comme valeur, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc j'aime bien l'écoute. Alors quel message souhaitez-vous laisser aux jeunes générations? Les jeunes générations, je leur conseille d'entreprendre. C'est la plus belle réalisation qu'on puisse faire. On se réalise à travers l'entrepreneuriat, la création et d'un produit, et puis c'est la liberté. Quand on entreprend, on est libre de se casser la gueule ou de réussir, hein, donc c'est la liberté totale. Il n'y a rien de plus beau dans la vie que la liberté. Pour un enfant de génocidé, je sais ce que c'est, hein, donc il n'y a rien de mieux que la liberté. Donc entreprenez, lâchez-vous. Qu'est-ce qui vous fait encore courir? Ce qui me fait courir, c'est des nouveaux projets tout le temps. Je trouve que et notre métier a été énormément touché par l'évolution des technologies. Donc c'est l'innovation, c'est créer de nouveaux projets, pourquoi pas de création de nouveaux emplois. Bon, j'en ai créé suffisamment. Maintenant, on est simplement sur quelques emplois concrets, mais on en crée moins. Et je pense que c'est essayer de comprendre dans 10-20 ans, essayer de se projeter pour voir quel futur l'expérience client pourra avoir. Donc c'est ça qui me fait lever tous les matins, c'est d'imaginer le futur avec l'ensemble de cette communauté qu'on a créée avec la FRC. Pour conclure, quel message avez-vous laissé sur le livre d'or? Alors, je vais prendre le livre d'or. La prévision est difficile, surtout lorsqu'elle concerne l'avenir. Et je cite Pierre Dac, que j'adore l'humour. J'ai toujours adoré l'écouter avec Francis Blanche et tous ses copains. Donc voilà, c'est la citation que je laisserai. Un grand merci Eric pour ce moment plein de sincérité et d'émotion en même temps. Et avec cette richesse d'anecdotes. Ouais, j'en ai tellement encore. Merci Daniel. Merci Eric. C'est la fin de ce numéro. Je vous donne rendez-vous pour le prochain checkpoint sur A News Expérience Client.